Je m'occupe, moi, de l'arpentage rural, pas urbain. Notre travail s'est appuyé, entre autres, sur l'exploitation de ces textes que, avant, lisaient les passionnés de technique. Mais les philologues, les latinistes, ne traduisaient pas ces textes. Il faut dire qu'en plus, une grande partie de ces textes techniques sont incompréhensibles. On s'est préoccupé de l'origine de l'arpentage romain. Des chercheurs italiens estimaient que l'arpentage romain, c'est-à-dire l'utilisation de la ligne droite et de l'angle droit pour structurer les campagnes. Ces techniques étaient déjà actives à l'époque royale. Donc la fameuse centuriation dont j'aurai l'occasion de parler remontait à l'époque royale. En fait, ça n'est pas du tout fondé. Le premier à évoquer l'utilisation de ligne droite et d'angle droit pour pratiquer un arpentage, c'est l'historien Polybe, qui est un grec. Dans un des premiers livres de ses histoires, il décrit l'armée romaine, les déplacements de l'armée romaine en campagne, et la technique de ce qu'on appelle en latin la cramétation, c'est-à-dire le mesurage d'un camp de campagne, puisque les Romains, en déplacement, dressaient le camp chaque jour, chaque soir, et repartaient le lendemain. On est dans le deuxième quart du IIe siècle avant Jésus-Christ, la première mention de l'utilisation de l'arpentage romain. Il nous dit qu'un officier supérieur partait devant les troupes, accompagné d'un certain nombre de soldats, arpenteurs, choisissait un emplacement pour dresser le camp, en fonction de différentes considérations de défense, d'alimentation en eau, d'alimentation en bois, etc. Et vous avez ici un schéma, c'est un schéma, hein, ça n'est pas une image, enfin c'est pas un plan d'un camp romain, mais ça pourrait être une image d'un plan d'un camp romain qui a été retrouvé, fouillé, etc. C'est la restitution de la description de Polybe, qui est une description très très longue, puisque vous voyez qu'ici on a deux légions qui sont contenues dans ce camp, qui sont stationnées de ce camp, plus les corps auxiliaires, puisque les légions romaines, quand elles se déplaçaient, c'est-à-dire les fantassins lourds, étaient accompagnés de corps auxiliaires. Bon, on voit qu'on a des figures rectangulaires, au sens propre du terme, c'est-à-dire quadrangulaires plutôt, à angle droit. Et c'est un plan qu'on retrouve évidemment dans des camps qui ont été fouillés le long du Rhin, en Afrique du Nord, en Angleterre. Et ces camps romains ont donné naissance, par exemple, je pense en Angleterre, tout ce qui est Chester, Colchester, Silchester, etc. Vous avez toujours un noyau à l'intérieur de la ville moderne, un noyau où on peut retrouver la forme du camp romain. Mais les centuriations romaines ne sont pas les premières formes d'organisation régulière de l'espace. Donc ça peut remonter peut-être au IVe siècle avant Jésus-Christ. On utilise des lignes droites, des lignes parallèles, et il suffit que deux séries de lignes parallèles se croisent à angle droit pour faire une centuriation. Ce que je viens de vous décrire, c'est l'utilisation de lignes droites que les Romains appellent au singulier limes. Vous avez déjà entendu ce nom-là quand on parle d'une frontière fortifiée. Mais la limes, au sens propre du terme, c'est la ligne droite. Pluriel, limites, qui en français a donné le mot limite. Et donc ce dessin-là, enfin ce plan, qui est celui d'un camp militaire romain, un camp de marche, c'est au sens propre une limitatio, c'est-à-dire un découpage d'un espace avec des lignes droites qui se coupent à angle droit. On commence par les instruments de l'arpenteur. On est obligé de cerner la documentation parce que les Romains ont un gros problème de discours technique. Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ils décrivent des procédures techniques, ils ne sont pas du tout clairs et ils sont très allusifs, c'est-à-dire ils n'entrent pas dans les détails. Ce sont vraiment, par rapport aux théoriciens grecs, ce sont des gens qui ne font pas beaucoup de discours, qui appliquent des recettes assez simples, mais ils ne s'amusent pas à décrire leurs instruments, très peu leurs techniques, mais ils s'occupent plus des problèmes comment on appelle ça, de conflits entre propriétaires, entre cités, etc., par rapport à des lignes frontières ou différentes choses comme ça, que de la technique elle-même. Je vais vous montrer deux stèles, c'est les deux seules connues pour tout l'Empire romain, deux stèles qui nous montrent les instruments de l'arpenteur, selon une technique, disons une démarche que beaucoup de professionnels romains, enfin vivant dans le monde romain, avaient, en Italie, mais aussi dans les Gaules. On profite, disons, on utilise sa stèle funéraire, sa stèle de cimetière, pour montrer les instruments de son travail. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une groma, avec un pied, une croix en équerre, qui est montrée, plaquée au sommet du pied pour bien montrer l'équerre, et puis une pointe en métal qui permettait de ficher cet instrument en terre. Vous avez ici deux objets qui sont liés ensemble, qui sont sans doute des perches d'arpentage. La perche, c'est un des instruments de mesure qu'utilisaient les Romains sur le terrain. Ils appelaient ça la pertica ou decempeda, c'est-à-dire 10 pieds. Donc ça fait 10 pieds de long. Un pied romain, c'est en moyenne, parce que le pied a varié sous l'Empire, ou variait à la même époque d'une région à l'autre, mais en moyenne, c'était 29 cm 57. C'est ce qu'on appelle le pied monétal, le pied officiel romain. Il y a d'autres pieds à l'intérieur de l'Empire romain, mais ça, c'est le pied officiel. Donc, deux perches liées ensemble
de 10 pieds. Et ici, un cordeau, donc on voit très bien le cordeau. Ça, ce serait plutôt un jalon qu'on utilisait sur le terrain, que les Romains appelaient meta, M-E-T-A. D'ailleurs, les arpenteurs étaient appelés aussi métators, du verbe latin mesurer. Donc c'est les mesureurs de champ. C'est une stèle, je ne l'ai pas dit, qui a été retrouvée à Pompéi. Une stèle qui est beaucoup plus belle. Ce qui nous intéresse, c'est ça qui peut être considéré comme le pied de l'agroma, mais les spécialistes discutent. Ça peut être aussi une perche. Ici, vous avez à nouveau une croix, donc la croix de l'agroma. Et puis ici, 2 plombs, 2 fils à plomb. Alors, vous avez à gauche une reconstitution de l'agroma qui a été réalisée par un savant italien, vous voyez, au début du XXe siècle, 1922. Il s'agit de Matteo della Corte, qui a reconstitué une groma à partir d'éléments métalliques retrouvés dans la boutique d'un artisan bronzier de Pompéi. On verra tout à l'heure d'autres outils, enfin d'autres pièces d'outillage retrouvées chez ce bronzier. Alors, on retrouve ce qu'on a vu dans la stèle, c'est-à-dire cette pointe avec un pied en bois, au-dessus ce qu'on appelle un bras de recherche qui peut pivoter autour du pied. Sur ce bras de recherche, la fameuse croix qu'on a vue dans les 2 stèles, à l'extrémité de chaque branche de la croix déployée, c'est-à-dire à angle droit, 2 paires de plombs qui sont opposés. Le plomb triangulaire pend ici et pend ici sur le côté opposé, enfin est fixé à l'extrémité du côté opposé de la branche de la croix. Alors c'est très important parce que les visées qui se faisaient à partir de cet équerre, que les Romains appelaient aussi l'étoile, se faisaient avec les fils à plomb. Le regard ne regardait pas au-dessus des branches de la croix, il regardait les fils à plomb. Et les fils à plomb permettaient la visée, mais surtout permettaient de s'assurer que le pied était bien parfaitement vertical. Donc il fallait vraiment que les fils à plomb soient parallèles à ce pied. Et là, vous avez 2 embouts donc archéologiques qui ont été retrouvés à Enns, en Autriche. Ce sont des embouts de perche. Donc on avait un embout comme ça à chaque extrémité d'une perche. Je vous ai donné la valeur du pied, donc ça nous fait des perches d'à peu près 3 mètres de long. On voit très bien ici le disque débordant, comme une sorte de pièce de monnaie. Et en fait, ces disques permettaient d'aboutir les perches les unes aux autres. Alors, vous devinez, parce que les photos ne sont pas très bonnes, une graduation. Chacun de ces embouts de perche est gradué. L'un en pied officiel romain, le fameux pied monétal. L'un de ces embouts a des graduations en onces, c'est-à-dire en 12e du pied monétal. Et celui-là, vous voyez que les écartements sont plus grands. Ce sont des onces, c'est-à-dire des 12e du pied de Drusus, un pied de un peu plus de 33 cm. Voilà ce qu'on a trouvé dans la boutique de Verus. Donc ici, ce qui est interprété comme un pied de groma. Ici, des embouts de perche et ici, des embouts de jalons. Puis il y a des compas, enfin différentes choses. Ça a été retrouvé dans la même boutique où on a identifié les vestiges métalliques de la fameuse groma. Donc ici, vous avez la reconstitution par Anne Rode-Congès. Vous voyez qu'en plus des fils à plomb qu'on a vus sur la restitution de Matteo della Corte, elle en rajoute un, et je crois qu'il est présent sur la restitution de la groma du parc. C'est ce point qui va servir de référence dans la répétition, si vous voulez, de la mesure et de l'orientation sur le terrain. Ce n'est pas le pied de la groma, ce qu'on appelle le nombril du sol, umbilicus soli. C'est le nombril du sol. C'est par là que passe la ligne de visée, que les Romains appellent la linea ou le limes. Ce sont des dessins d'Anne Rode-Congès qui montrent la perche équipée avec son embout. Et ici, donc, le positionnement de la perche en terrain plat. Il faut imaginer qu'on fait ça aussi en appuyant les perches sur le sol. Alors ici, c'est un dessin d'un dessinateur, d'un illustrateur italien. Ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a implanté la groma sur le terrain, ici, vous avez un homme, ici et ici, c'est le même. La groma est fichée en terre et lui, il va se déplacer autour de la groma sans la toucher. Une fois qu'il aura visé un azimut, on peut estimer que le premier azimut visé, c'est dans ce sens-là, avec un jalon, puisque dans la mise en scène, il est en train de faire un 2e alignement. Ça, c'est le premier alignement, c'est ce qui permet de créer une centuriation. Dès qu'on utilise la groma, on peut tracer des axes qui se croisent à angle droit. Donc ça donne une centuriation. Donc ça, on dira que c'est la position 1. Il regarde dans ce sens-là. Ensuite, il fait un demi-tour et il va viser et il va tracer ce qu'on appelle un decumanus, c'est-à-dire le premier axe, decumanus. C'est l'axe fondamental, c'est lui qui est tracé en premier. Les Romains, dans leur discours, prennent tas d'autres facteurs pour expliquer pourquoi ils ont orienté les centuriations comme ça. Si on est au pied d'un piémont de montagne, on essaie de développer une centuriation parallèle piémont. Si on est le long d'un rivage maritime, on envoie une centuriation qui est parallèle au rivage maritime. Si on est le long d'un fleuve, idem, etc. Il y a des tas de considérations pratiques. Les Romains sont très pratiques. Et surtout, il faut que la centuriation, elle joue un rôle, par exemple, dans l'irrigation, dans le drainage. Et donc, elle va suivre l'orientation de la
la pente dominante. Il trace donc le decumanus qui, une fois qu'il aura été réalisé sur le terrain, sera plus large que n'importe quel autre axe de la centuriation. Donc il a un statut majeur. Et vient en second ce qu'on appelle le cardo, qui n'est que perpendiculaire au decumanus. Il vient en second. Donc là, il est en train de tracer le cardo dans ce sens. Ensuite, il va faire à nouveau un demi-tour et il va tracer l'autre élément, enfin l'autre segment de cardo à partir de là. Et ensuite, l'opération consiste à se déplacer le long des jalonnements pour transporter l'orientation plus loin. Et en plus, tout ça s'accompagne de mesures au sol. 2 modèles existent. On est surtout habitué à la centurie carrée, mais les textes nous attestent qu'il y avait d'autres centuries rectangulaires. Il suffit qu'il n'y ait pas le même intervalle dans un sens par rapport à l'autre. À partir de cette visée principale, l'arpenteur organise l'espace, c'est-à-dire il va créer un système de coordonnées rationnelles. Il va définir l'espace qui est à droite du decumanus, dextra decumanum, abrégé sur les bornes en DD, 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 donc 2 fois, et donc ce qui est à gauche du decumanum, sinistra decumanum, qui est abrégé en SD. Il va définir un espace qui est devant lui, on va appeler outre, comme outre-Rhin, donc ce qui est devant et ce qui est derrière, en deçà du cardo. Ultra cardinem, tout ce qui est devant lui quand il fait cette visée première, et tout ce qui est derrière lui, en deçà du cardo. Il définit ainsi pour la centuriation 4 régions, et ces coordonnées, SD, UK, SD, CK, DD, CK, DD, UK, vont être gravées sur des bornes avec un numéro d'ordre. Ça permet de se repérer à l'intérieur de la centuriation. Voilà une borne de centuriation qui a été retrouvée en Italie. Alors c'est une jolie borne, vous voyez qu'on a repassé du rouge pour bien voir l'inscription. Son problème, c'est qu'elle est incomplète. Alors c'est une vraie borne antique, mais je ne sais pas comment elle pouvait être opérationnelle sur le terrain, parce qu'il lui manque le positionnement du decumanus par rapport au decumanus maximus et le positionnement du cardo par rapport au cardo maximus. En effet, ici, vous avez l'esquisse d'une croix qui n'est pas terminée, que les Romains appelaient decusis, c'est-à-dire la forme 10, decusis. Cette double gravure était en général placée sur le sommet de la borne. Ça permettait de repérer le passage des 2 axes alignés par un arpenteur. Et donc, on donnait le numéro d'ordre, par exemple ici le decumanus 4. 1, 2, 3, 4. Mais on ne sait pas si on est à droite ou à gauche du decumanus maximus. Et ici, vous avez le cardo, ça c'est un K. Alors vous avez un premier chiffre là, puis un second qui donne, qui est marqué 13. Donc il y a déjà 2 chiffres, 2 nombres, on ne sait pas pourquoi. Donc cette borne, elle est quand même très énigmatique. Je vais vous en montrer une quand même beaucoup plus conforme à ce que je viens de vous raconter. Voilà. C'est aussi une borne italienne. On a très très peu de bornes en dehors de l'Italie. On n'a aucune borne de centuriation en France, par exemple, alors qu'il y a des centuriations en France. Le decusis, vous voyez la profondeur de la gravure avec cette photographie en lumière rasante. Ici, vous avez UK. Ça, c'est un K avec, c'est bien un K latin ou romain. Donc, vous avez UK7. Donc là, ça respecte ce que je vous ai montré tout à l'heure. On est dans la zone ultracardinem numéro 7. Et ici, sur le côté, donc ça, c'est le sommet de la borne. Sur le côté de cette borne, donc vous avez ici une borne qui est un parallélépipède. Vous avez SD, sinistra decumanum 8. La borne, elle définit la position de cette centurie. Donc ici, vous avez des informations qui nous sont données par les textes avec le système du pied. Ici, 5 pieds nous donnent le pas, qui est une mesure militaire et itinéraire. On va voir pourquoi. Et donc, 1 millier de pas, ce qui fait 5000 pieds, vous donne 1000, ce qui veut dire 1 millier de pas, 5000 pieds. Et puis ici, vous avez des mesures qui sont données par des textes qu'on a retrouvés. À la fois, la loi triumvirale, c'est la loi de Octave, Antoine et Marc-Antoine et Lépide, pardon, donc qui date d'après 43 avant Jésus-Christ. Et ici, des auteurs qui sont là. Higuin, j'en ai parlé tout à l'heure, celui qui parle du pied de Drusus. Higuin l'arpenteur, qu'on distingue du premier, et à nouveau Higuin l'arpenteur, et qui nous donne les dimensions qu'il faut donner en largeur, en pied, au decumanus maximus, au cardo maximus, au quintarius, là on l'a vu sur l'image précédente, on y reviendra. Et ça, c'est les limites qui délimitent les centuries. Lorsqu'on atteint 5 centuries, on arrête l'opération et l'arpenteur en chef mesure la diagonale de ce grand carré. Il faut vous dire qu'à chaque fois, là, dans cette centurie-là, la distance ici, elle représente 20 actus. Un actus, 20 pieds, ça fait à peu près 35 mètres. Et lorsqu'on arrive à 5 fois 20 actus, dans ce sens-là et dans ce sens-là, on arrête, on mesure la diagonale. Et les Romains appliquent le théorème de Pythagore, qu'ils adoraient. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 cathètes. C'est de l'opération de vérification
vérification de la stabilité de la centuriation. Un arpenteur se déconsidère s'il n'arrive pas à obtenir la stabilité. Il faut recommencer, et ça c'est la honte absolue. Donc il y a vraiment un arpenteur en chef et 10 ou 20 ou 30 arpenteurs sur le terrain, mais qui sont ses subordonnés, et c'est à lui que revient la responsabilité de la parfaite stabilité du dispositif.